Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo spéciale distancielle pour les cours de seconde, chapitre 3, comment se forment les prix sur un marché. Et donc aujourd'hui c'est l'épisode 2, hein, la suite de ce que je vous avais demandé de faire la dernière fois. Donc si vous avez des questions, les questions qu'on a pu me poser c'est les QCM, machin sur le NT, etc. etc. Les QCM c'est fini, je vous avais prolongé, je vous avais déjà bien prévenu, je vous ai fait des rappels, donc j'avais prolongé ça jusqu'à dimanche hier, parce que pour moi on est lundi aujourd'hui, donc dimanche hier 23h59, et bien ceux qui me l'ont rendu, il y a des bonnes notes, des très bonnes notes, il y a des moins bonnes notes, des très très mauvaises notes par rapport à ce qui était demandé, avec le support vidéo, etc., etc., avec tout le temps que vous aviez. Il y en a qui ne l'ont pas fait, donc voilà, donc ça c'est pas de surprise, c'est zéro. Et donc pour le reste, eh bien, ça comptera sur Pronote. Tout, de toute manière, tout compte sur Pronote. Ok. Donc la suite des choses. Vous aviez aussi un cas pratique à faire concernant la construction du modèle de marché. Donc aujourd'hui, on va faire ça, on va faire la correction, on va finir le grand 2. D'accord. Puisque on avait terminé sur les explications de la construction d'un modèle de marché. Et puis là, on va voir, on va corriger, et puis on va voir à peu près toutes les informations qu'on va pouvoir en sortir. Donc sur cette vidéo, il n'y a pas de support vidéo. Pas de support texte, c'est-à-dire vous n'avez pas de fichier. Par contre, c'est une vidéo qui compte comme du cours, d'accord. Donc c'est à vous de prendre en note le cours. Là-dessus, la semaine prochaine, comme on se reverra la semaine prochaine, vous aurez un QCM, non pas un QCM, mais un contrôle sur ce qu'on aura vu dans cette vidéo-là, d'accord. Donc souvenez-vous, construction de modèle de marché et surtout ce qu'on va voir après sur les informations. Donc ça, on refait le point à la fin de la vidéo. Néanmoins, vous allez avoir un contrôle la semaine prochaine, ok. Donc sur ce cours-là qu'on aura aujourd'hui en vidéo, ok. Donc on est parti pour le grand, toujours dans le grand 2. Je vous avais laissé exactement, oula, je vous avais laissé exactement sur ce point-là, d'accord. Et du coup, on va avancer parce que le but, c'est quand même d'avancer, d'accord. Donc, on avait construit notre modèle de marché avec comment ça pouvait se passer sur les différents points, etc., etc. D'accord. On avait terminé là-dessus. Et voici le cas pratique. On était sur le marché des cornets de glace, d'accord, où je vous avais envoyé ce tableau-là avec trois colonnes. Donc ici vous avez les colonnes de prix, là les colonnes quantité offerte en milliers et les quantités demandées en milliers, d'accord, en milliers d'unités, d'accord. Donc si je dois lire ce tableau là, si le prix de marché est de 50 centimes, 0,5 euros, d'accord, donc 50 centimes d'euros, alors il y aura un millier de quantités offertes sur le marché et 10 milliers, 10 000 quantités de cornets de glace demandées sur le marché, d'accord, c'est-à-dire des gens ici 1000 personnes qui sont prêtes, on peut comprendre ça comme ça, 1000 personnes qui sont prêtes à produire et vendre des cornets de glace, et ici il y aurait 10 000 personnes qui seraient prêtes à acheter et consommer des cornets de glace pour ce prix-là, d'accord. Et ensuite on traduit ça pour chacune de ces lignes. Qu'est-ce que ça implique sur le marché? Donc voici comment ça se passe. J'espère que vous l'avez fait. À vous de prendre la correction. De toute manière, ce qui va vous rester, et là je vous le dis comme ça, vous avez déjà une note sur le QCM en distanciel. Vous allez avoir une note, puisque moi je vais passer dans les rangs, quand on se reverra, je vais passer dans les rangs pour voir ce que vous avez fait ou pas fait, c'est-à-dire la prise de notes des cours, etc. etc. Et puis vous allez avoir une troisième note sur, sur le contrôle de la semaine prochaine. Et donc par rapport à ça, c'est le moment de prendre la correction. Surtout, prenez la correction. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, mais prenez la correction, d'accord. Donc, voici mon marché des cornets de glace. Alors, qu'est-ce qu'on n'oublie pas sur un marché directement, d'accord. Ici, sur l'axe des ordonnées, je vais avoir le prix, et sur l'axe des abscisses, je vais avoir les quantités, ok. J'enchaîne. Je place mes points, donc c'est-à-dire pour mes quantités offertes, d'accord. Donc pour 50 centimes d'euros, je vais en avoir 1000. Pour 1 euro, je vais en avoir 2000. Et ainsi de suite, je place mes points et je fais pareil pour la demande. Je place mes points et en plaçant mes points, vous devriez avoir une courbe, des courbes de demande et d'offre qui ressemblent à peu près à ça. D'accord. Ensuite, bon, ça c'était la première question, représentation graphique du marché. Indiquez aussi l'équilibre. Donc ici, le point d'équilibre, c'est celui-là, d'accord. L'équilibre de marché, qu'on note petit e ou grand e en fonction de vos préférences. Pour l'instant, j'en ai aucune, d'accord. Vous allez avoir besoin de faire la distinction entre le petit e et le grand e quand vous irez à la fac. Pour l'instant, on n'y est pas, d'accord.
Les dernières choses à mettre, d'accord, ici les quantités d'équilibre et là le prix d'équilibre, c'est-à-dire que sur ce modèle de marché que je vous propose, d'accord, sur le marché des cornets de glace, il y aura donc 6000 cornets vendus avec cette offre et cette demande. Il y aura 6000 cornets de glace vendus au prix de 2 euros l'unité. D'accord. Donc voici comment ça va se passer sur le marché des glaces. En fait, sur le marché des glaces, maintenant, grâce au modèle de marché, on sait quel est le point d'équilibre. Et grâce à ce point d'équilibre, on sait aussi combien de glace sera échangé sur le marché, 6000 glaces, et quel sera le prix de ces glaces-là, c'est-à-dire 2 euros l'unité. Ok. Et par rapport à ça, eh bien, on est bon. Ok. Par contre, je vous avais demandé une dernière chose. Si ici, c'est mon marché, d'accord, je vous avais proposé aussi de voir si le prix était de 2,50 €. On va imaginer, imaginons, d'accord, si le prix tout d'un coup est de 2,50 € sur le marché, avec cette même configuration-là que je vous propose, d'accord, qu'est-ce qui se passe pour ce prix de 2,50 €? Eh bien, ici, je vois bien que pour 2,50 €, ma demande, elle est de 4000, d'accord. Et je vois bien aussi que pour ce prix de 2,50 €, mon offre est de 8000. D'accord. Donc 4000, ce sera les quantités demandées, et 8000, ce sera les quantités offertes. Qu'est-ce que je remarque sur ce modèle de marché si le prix était de 2,50 €? Il va y avoir un problème. Est-ce qu'il y a un échange déjà? Est-ce que l'offre et la demande se rencontrent? Pas du tout. L'offre et la demande ne se rencontrent pas. Donc si elles ne se rencontrent pas, il n'y a pas d'échange. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut quand même observer en tant qu'économiste? On observe ici que la demande est inférieure à l'offre, ou l'inverse. Enfin voilà, l'offre est supérieure à la demande. D'accord. On voit bien que les quantités offertes ici sont supérieures aux quantités demandées. D'accord. Les quantités offertes sont supérieures aux quantités demandées. C'est comme si tout d'un coup vous décidiez de produire plein de vêtements, mais vraiment plein, des millions de vêtements, et pourtant il n'y a que, je sais pas, 10 000 personnes qui achètent des vêtements. Voilà, il n'y en a pas d'autres. Les autres, je sais pas ce qu'ils font, mais il n'y en a pas d'autres. Du coup, on est bien dans une configuration où les quantités offertes sont supérieures aux quantités demandées. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut observer? Si le prix était de 2,50 €, alors l'offre et la demande ne se rencontrent pas. S'ils ne se rencontrent pas, avec ENT à la fin, si elles ne se rencontrent pas, eh bien on a un problème. Le problème ici, c'est le surplus. D'accord. Surplus de production, on parle de surplus, c'est-à-dire qu'on a trop produit par rapport à ce qui va se passer. Donc ça c'est une autre chose. Là on va commencer à aller un peu plus loin. Ça c'était la troisième question du cas pratique et avec ça, on commencera à aller un peu plus loin pour analyser un petit peu le marché. D'accord. On est sur la manipulation du modèle et sa dynamique. Donc par rapport à ça, quand on parle de surplus, on parle bien lorsque l'offre est supérieure à la demande, on a un surplus de production. Si on a un surplus de production, ça veut dire qu'on a trop produit. Est-ce que c'est souhaitable? Non. Parce que si on produit trop, eh bien, est-ce que je vais continuer de produire? Non. Je vais devoir produire moins. Et si je produis moins, eh bien là, souvenez-vous, chapitre 1, d'accord, de l'année, si on doit produire moins, il va falloir que j'utilise moins de facteurs de production. Si j'utilise moins de facteurs de production, alors pour les machines, c'est pas grave, hein, on les range, on les met de côté, on a perdu de l'argent, c'est pas grave. Mais par contre, là où ça va peut-être poser potentiellement problème, c'est pour le facteur travail. Est-ce qu'on va utiliser autant de travail? Non. Mais si on n'utilise pas autant de travail, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va devoir licencier des personnes. Si on licencie des personnes, eh bien, ça va créer du chômage. Ok. Donc ça, ces situations de surplus de production, ces situations de surplus où l'offre est supérieure à la demande, eh bien, c'est pas souhaitable. Et de toute manière, le marché ne le permet pas. Donc en fait, finalement, si on laisse le marché faire, d'accord, on met le prix là où est le prix d'équilibre, là où l'offre et la demande se rencontrent, normalement, il n'y a pas trop de problème de licenciement. On verra ça les années prochaines, d'accord. En première, pour ceux qui suivent la SES, les SES et en terminale aussi, le problème du chômage. Mais pour l'instant, on n'y est pas, d'accord. Mais en tout cas, pour cette situation-là, on parle de surplus. Si je vais dans une deuxième configuration, imaginons maintenant que le prix qui est posé est inférieur au prix du marché. D'accord. Si le prix proposé est inférieur au prix du marché, et je me rends compte que... Ouais, non, ça va, je vous gêne pas ici, ou je me mets ici en bas. Je me mets ici tout en bas. Si le prix du marché est de 1,50, tout d'un coup, pour X ou Y raison, d'accord,
si le prix du marché est de 1,50, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ici? Je fais la même logique de raisonnement, d'accord? Je vois ici que mes quantités offertes sont de 4000. Ici, on est bien sur les quantités offertes, hein, d'accord? On a changé de place. Hein. Et les quantités demandées sont de 8000. Tout d'un coup, bim, ça s'inverse. Donc qu'est-ce qu'on observe? Ici, on observe que l'offre est supérieure à la demande. C'est-à-dire que là, non, pardon, l'offre est inférieure à la demande. Ok, l'offre est inférieure à la demande. C'est-à-dire qu'on a produit, certes, mais pas assez. Et si on n'a pas produit assez, eh bien, il va y avoir un souci. Et ça, ce souci-là, c'est ce qu'on appelle un souci de pénurie. On a produit, mais pas assez. D'accord? Si vous voulez un exemple, eh bien, les masques au début de la crise du Covid. D'accord? Souvenez-vous, l'année dernière, on parlait Covid, Covid, Covid. Les masques, vite, il faut en mettre. Les masques, où est-ce qu'il y en avait? Il y en avait nulle part. Et du coup, bon après, les gouvernements, ils ont dit que c'était pas nécessaire d'avoir des masques alors que maintenant c'est obligatoire. Ça, je suis pas dans le débat, d'accord? Néanmoins, au début de la crise, tout le monde s'est dit, hop, il faut acheter des masques. Donc la demande de masques, elle était à fond, mais vraiment à fond, alors qu'on n'avait pas assez produit. Et si on n'a pas assez produit de masques, eh bien on était dans une situation de pénurie. Alors il y a les masques avant la crise du Covid, il y a le PQ avant la crise du Covid, il y a tout ça, etc. etc. Bref, il y a plein de choses. Mais en tout cas, ça c'est des situations de pénurie. Ok? Donc, en gros, avec la fin de ce cas pratique-là, d'accord, on va pouvoir mettre à plat les différentes informations qu'un modèle de marché nous permet d'avoir. Ok? Donc déjà, la première information, ça va être le prix d'équilibre. Ok? Quel est le prix de marché? La deuxième information, ça va être les quantités d'équilibre. Vous pourrez faire pause sur la vidéo, je ne vais pas faire une pause pour le plaisir de faire une pause et rester comme ça à attendre que vous notiez 2-3 trucs. Vous ferez une pause vous-même sur la vidéo, d'accord? Donc le prix d'équilibre, les quantités d'équilibre aussi, combien sera échangé sur le marché, et enfin, différentes situations de marché, savoir les identifier, en tout cas ces différentes situations de marché, à savoir des situations de surplus, lorsque l'offre est supérieure à la demande, ou des situations de pénurie, lorsque l'offre est inférieure à la demande. Okay. Donc là, on est bien dans des différentes configurations de marché. Qu'est-ce que ça nous apporte finalement? Qu'est-ce que ça nous a apporté de construire ce modèle de marché? Je continue. Je vais aller un peu plus loin encore dans la dynamique et les changements d'équilibre sur le marché. D'accord? Donc, avec les modèles de marché, je vous avais dit, voilà, on peut tirer plein d'informations sur un instant présent, mais en tout cas aussi, on peut prédire le futur potentiellement. D'accord? Et prédire le futur potentiellement, c'est plutôt cool. D'accord? Et là, on va s'intéresser à la demande. Donc, si on s'intéresse à la demande, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vous propose une situation. Il y a un truc qui arrive, d'accord? On va parler de changement de préférence. Ok? Donc, à cause du changement climatique et une prise de conscience collective, ok, les individus préfèrent tout d'un coup acheter des véhicules électriques. Ok, ils préfèrent acheter des véhicules électriques. C'est bien un changement de préférence. Souvenez-vous, les préférences, ça fait partie des déterminants de la demande. Ce qui fait que certains vont se positionner ou pas. Est-ce que vous préférez tel type de produit ou tel type de produit? Ou pas du tout. Dans ces cas-là, si vous n'êtes pas du tout intéressé, au revoir. Donc, on est bien sur un changement de préférence, ça va forcément influencer la demande. Maintenant, il faut savoir sur quel type de marché je vais me situer. Sur le marché des véhicules électriques dans un premier temps. Donc, si les gens préfèrent tout d'un coup acheter des véhicules électriques, qu'est-ce qui va se passer sur le marché? Il va y avoir une augmentation de la demande de voitures électriques. Donc, à partir de mon modèle, là, on s'en fiche, on ne suit pas de chiffres. J'oublie pas les prix en ordonnée, les quantités en abscisse, c'est bien ça, les quantités en abscisse. Je trace mes modèles, enfin mes courbes de demande et d'offre sur le marché des voitures électriques. Faites pas de confusion parce que juste après, justement, on va passer à un autre type de marché. Donc là, je me rends compte que je vous gêne un petit peu, donc je me barre en haut. Donc, les véhicules sur le marché des véhicules électriques, je trace mes courbes d'offre et de demande. Ok, mon offre, ma demande. Et comme je suis sur les courbes d'offres et de demande, pareil, ce qu'il faut prendre de manière habituelle, il faut prendre l'habitude, il faut que vous preniez l'habitude, tout simplement de, voilà, quand vous tracez un marché, vous avez la courbe d'offre, la courbe de demande, que vous notez D1, O1 ou O et D, et puis vous mettez le prix d'équilibre, E, Q1, enfin P étoile, Q étoile, etc., comme vous voulez. Mais là par contre j'ai mis des chiffres parce que la situation va changer. Donc ça c'était avant que les gens prennent conscience qu'il y a un changement climatique et que ce serait pas mal de consommer des véhicules électriques.
Donc voici ma situation avant l'augmentation de la demande. Maintenant, les gens préfèrent acheter des véhicules électriques. S'ils préfèrent acheter des véhicules électriques, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer tout simplement que la demande va bouger. Il va y avoir plus de personnes qui vont rentrer sur le marché des véhicules électriques. C'est comme si, parce que là, vous, en général, j'ai pu en parler avec vous un peu avant le confinement, il y en avait qui me disaient oui, mais du coup, on va se déplacer sur la même courbe, etc., etc., on va être là ou ailleurs, etc., etc. En fait, pas du tout. Il faut imaginer un marché comme une pièce, comme une salle, d'accord, comme une salle de classe. Et par exemple, là, vous vous imaginez dans votre salle de classe avec tous vos camarades, puis comme c'est bien, comme on est en distanciel, vous pouvez imaginer n'importe quel type de camarades. Vous virez ceux que vous aimez pas, vous mettez ceux que vous aimez bien. Moi, je fais pareil, hein. Et donc, imaginez que vous êtes dans une salle de classe et que là, avec vos camarades, vous formez tous la demande sur le marché des véhicules électriques. C'est-à-dire que cette salle de classe symbolise le marché des véhicules électriques. Vous êtes tous des demandeurs. Sauf que si demain, il y a une prise de conscience générale sur le marché, sur le changement climatique et le fait de vouloir, préférer en tout cas, acheter des véhicules électriques, et bien en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous resterez, mais en fait, il y en a d'autres qui vont rentrer dans la classe. Et s'il y en a d'autres qui rentrent dans la classe, ça fait plus en plus de demandeurs. Donc s'il y a de plus en plus de demandeurs, globalement, la courbe de demande va se déplacer vers la droite. D'accord. Alors, droite comme ça pour vous. Ouais, c'est ça. Va se déplacer vers la droite. Et en se déplaçant vers la droite, on a une deuxième courbe de demande qu'on va noter D2. Et cette deuxième courbe de demande qu'on va noter D2 fait apparaître un nouveau prix d'équilibre, un nouveau point d'équilibre, E2, avec un nouveau prix d'équilibre et des quantités et d'autres quantités d'équilibre, qu'on va noter P2 et Q2. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on remarque? Si il y a un changement de préférence sur les véhicules électriques, de telle manière à ce que je viens de vous énoncer, eh bien le prix de marché risque d'augmenter, ainsi que les quantités échangées risquent d'augmenter. D'accord? Voici comment on peut prédire le futur grâce à ce modèle de marché. Mais ça va dans un sens, parce que sur les mouvements de demande, la demande elle peut augmenter, mais elle peut aussi diminuer. Donc là, je vous propose un deuxième cas de figure. On est toujours sur le marché des véhicules, mais par contre, si les gens préfèrent acheter des véhicules électriques, ça veut dire que c'est des personnes qui ne veulent plus acheter des véhicules à essence, donc des voitures à essence. Ok? Donc si je me retrouve sur le marché des voitures à essence, ça c'est ma situation initiale, d'accord? Avec mon prix d'équilibre, mes quantités d'équilibre, mon point d'équilibre qu'on va noter E1, d'accord? Donc, sur les voitures à essence, sur ce marché-là, la demande, elle va faire quoi? Est-ce qu'elle va augmenter? Non, elle ne va pas augmenter, elle va diminuer. Si elle diminue, eh bien, il va y avoir un déplacement de la courbe de demande vers la gauche pour vous. Donc, si elle se déplace vers la gauche, on a une nouvelle courbe de demande qu'on va noter D2 avec un nouveau point d'équilibre E2. Et là, on se rend compte de quoi? Sur le marché des voitures à essence, le prix risque de diminuer et les quantités échangées risquent de diminuer. Donc voici comment on peut prédire le futur sur le marché des véhicules électriques et à essence s'il y a juste un changement de préférence. D'accord? Sur ce qui va se passer. Et quand je dis prédire le futur, c'est juste prédire le futur en termes de prix et de quantité échangées sur le marché. Hein. Je vais pas plus loin. Je suis pas non plus Madame Irma. Et si je parle de la courbe de demande, il va aussi y avoir un truc sur la courbe d'offre. D'accord? Donc là, on est sur les mouvements de l'offre. J'imagine une situation, d'accord? Il y a un incendie qui ravage les forêts. Et il y a des hectares de forêt qui partent en fumée. C'est catastrophique, c'est pas cool, machin, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, clairement, les producteurs de bois, tout type de bois, ils vont manquer de ressources. Souvenez-vous, les ressources naturelles fait partie d'un des déterminants de l'offre. Ok? Donc, s'il y a un incendie qui ravage les forêts, l'offre va diminuer. Si l'offre diminue, eh bien voici ce qui va se passer sur mon marché. Donc là, je suis sur le marché du bois. Ok? Donc sur le marché du bois, pareil, je trace mon marché, mon modèle de marché. J'ai mon offre, ma demande, j'ai mon point d'équilibre, ma première situation, ma situation initiale. D'accord? Donc si j'ai une diminution de l'offre, si vous avez bien suivi, l'offre devra se déplacer vers la gauche. Non, pas vers la droite, vers la gauche. Vers la gauche. Donc s'il y a une diminution de l'offre, elle devra se déplacer vers la gauche. D'accord? Donc si elle se déplace vers la gauche, j'obtiens une nouvelle courbe ici, O2, avec un nouveau point d'équilibre et des nouvelles quantités d'équilibre et un prix plus élevé.
Et donc là, vous avez déjà, parce que j'ai pu discuter un petit peu avec vous quand on était encore en présentiel, vous avez déjà ce sentiment de logique, d'accord? Quand je vous ai dit, ouais, s'il y a un incendie, ouais, bah le prix, ouais, le bois, il se fera plus rare, et s'il se fait plus rare, alors le prix va augmenter. Et bien là, en fait, je l'explique de manière très rationnelle et de manière un peu plus scientifique, en disant, grâce à mon modèle de marché, s'il y a un incendie, le prix sera plus élevé, mais pourquoi est-ce qu'il sera plus élevé? Il sera plus élevé parce que l'offre se déplacera vers la gauche. Si elle se déplace vers la gauche, j'ai un nouveau point d'équilibre. Et du coup, je vois bien que le prix d'équilibre après l'incendie sera plus élevé. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que les quantités échangées sur le marché seront plus faibles. D'accord? Donc là, j'arrive aussi à expliquer l'influence d'un incendie sur le marché du bois. Ok? Je peux aller encore plus loin, je suis toujours sur le marché du bois, mais par contre, voilà. Là, alors là, Monsieur Ravo, il est parti dans l'espace. Et qu'est-ce que je me dis? Je me dis, voilà, si il y a quelque chose, par exemple, je sais pas, on découvre une nouvelle forêt, bim, on arrive à découvrir une nouvelle forêt, on arrive à découvrir une nouvelle ressource abondante en bois, d'accord? Donc on a plein de bois, on découvre une forêt. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, s'il y a plus de ressources, il y a des coûts de production qui seront plus faibles. Parce que si on découvre plus de ressources, potentiellement, ça veut dire qu'il y a peut-être moins de trajets à faire, ce genre de trucs. Bref, les coûts de production seront plus faibles. Si les coûts de production sont plus faibles, qu'est-ce qui se passe? L'offre de bois risque d'augmenter. Enfin, ça risque pas, mais elle va augmenter. Donc, si l'offre de bois augmente, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, je vais avoir un déplacement de la courbe d'offre vers la droite. D'accord? Et là, quand ça augmente, c'est bien vers la droite. Donc, pareil, ici, je vais pouvoir expliquer que si on découvre encore plus de ressources naturelles, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les productions qui utilisent ces ressources naturelles, comme le bois, d'accord, va augmenter, et du coup, on va se décaler vers l'offre va se décaler vers la droite. Je vais avoir un nouveau point d'équilibre, et ce nouveau point d'équilibre, avec un prix plus faible, puisqu'on en a plus, et plus de quantité échangée sur le marché. Voilà. Et là, vous avez peut-être potentiellement dans votre esprit quelque chose qui apparaît, c'est l'effet de rareté. D'accord? L'effet de rareté ou d'abondance, tout simplement. Le cas précédent, s'il y a un incendie, ça va créer de la rareté. Et l'effet de rareté, c'est justement un décalement de l'offre vers la gauche. Et l'effet d'abondance, ça va être un décalement de l'offre vers la droite. Et pour résumer, qu'est-ce que j'ai? C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur la dynamique du marché? C'est que s'il y a une augmentation de l'offre ou de la demande, il va y avoir un déplacement de l'offre ou de la demande, donc de la courbe, vers la droite. Augmentation vers la droite. Augmentation vers la droite. Et inversement, s'il y a une diminution de l'offre ou de la demande, il va y avoir un déplacement de la courbe vers la gauche. Donc diminution vers la gauche. Et de toute manière, le marché reste à l'équilibre. Et du coup, peu importe si les courbes changent de place, si ça évolue, le marché va rester à l'équilibre. Le marché ne se fera que lorsque l'offre et la demande se rencontrent sur un marché. Et si l'offre et la demande se rencontrent sur un marché, on aura toujours un point d'équilibre avec le prix d'équilibre et des quantités d'équilibre. Et le marché sera toujours à l'équilibre. Ok? Et donc, là-dessus, j'en ai terminé avec le point du jour de la semaine, de toute manière. On se reverra la semaine prochaine. Alors, je sais qu'il y a encore l'alternance jour-nuit en fonction de la pleine lune, etc., etc. Mais, dans tous les cas, lorsqu'on se reverra IRL, et voilà, hein, d'accord, vous allez avoir un contrôle sur ce qu'on aura fait aujourd'hui, sur ce que vous avez suivi aujourd'hui. Je vous rappelle que vous n'avez pas de support de prise de notes pour ce cours-là, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même prendre en note le cours, et vous devez prendre en note le cours à la suite de ce que je vous avais déjà donné. Et sur ce que je vous ai déjà donné, eh bien, voilà, je passerai, évidemment, je passerai vérifier si vous avez bien suivi ça. Je reste, bien entendu, à votre disposition sur Teams toute la semaine. De toute manière, je suis votre prof et je suis disponible. Néanmoins, les visios organisés, après avoir un peu sondé ce que j'avais fait avant les vacances, vous m'aviez tous ceux qui m'ont fait des retours, eh bien c'était des retours plutôt positifs. N'oubliez pas de vous abonner. Et les retours positifs, eh bien tout simplement, ça permet de vous, en tout cas, je pense, à mieux vous organiser dans votre travail. Vous n'êtes pas obligé de vous lever à 8h30 du matin. Je vous laisse tranquille, d'accord? Sous-entendu que voilà, la semaine prochaine, lorsqu'on se reverra IRL, c'est ça votre deadline. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous devez avoir vu
ce cours-là, vous devez avoir compris ce cours-là, vous devez me poser des questions si vous n'avez pas compris, et si vous n'avez pas compris, j'y répondrai, toujours dans les délais de 24 heures, même si en général c'est un peu moins. Donc, voilà. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, faites attention à vous, mettez des masques, mettez des gants, faites-vous des bisous. Ciao.